aujourd'hui parce qu'ils avaient bien géré à l'époque. Fini sur le Niger, est-ce que le président Tandja était le seul grain pourri de la marmite politique de ce Niger-là, qui était relativement présenté par certains observateurs étrangers notamment comme un exemple en termes de processus démocratique en Afrique? Oui, je dirais que, vous savez, dans chaque pays, il y a un seul chef d'État à la fois. Et lorsqu'on est chef d'État, on ne peut pas son comportement faire rayonner l'image du pays par les actes qu'on pose. On peut aussi avoir un impact négatif sur l'image du pays par les actes posés. Effectivement, je crois que beaucoup de gens, par le passé, on a applaudi, non pas Tandja en tant que personnalité, en tant qu'individu, mais le Niger en tant que pays, surtout un pays qui n'est pas très riche, qui, en d'autres temps, aurait pu justifier ceux qui disaient que l'Afrique n'était pas mieux pour la démocratie, mais un pays dans lequel les citoyens ordinaires aspiraient à la démocratie. C'est dans ce cadre que les gens ont applaudi les efforts qui ont été faits au Niger. Et finalement, on ne peut pas dire que l'Afrique, justement, n'est pas mûre pour la démocratie. Non. Avec ce qu'on voit au Niger, ce qu'on a vu en Guinée, ce qu'on voit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, je crois que je ne dirai jamais cela, parce que je sais que l'homme africain a le droit d'abord d'aspirer aux mêmes libertés que juste les citoyens, les êtres humains à travers le monde. Deuxièmement, je vous dirais aussi que les Africains aspirent à être gouvernés autrement. Ce qui fait défaut dans notre continent, c'est les leaders politiques, et condamner tous les autres Africains pour le comportement de certains leaders serait victimiser. Les leaders sont le reflet de leur société, semble-t-il. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on souhaite. Mais ce n'est pas évident, compte tenu des conditions dans lesquelles certains de ces leaders sont arrivés au pouvoir. Oui, docteur, je pose la question autrement, la question de Albert Loudou Yonge. On a l'impression que la pauvreté n'est pas compatible avec la démocratie. C'est l'impression que certains souhaitent donner. Mais là aussi, j'ai ma version. Le Tchad, le Centrafrique sont des pays essentiellement extrêmement pauvres. J'ai ma façon de voir les choses. D'abord, je refuse que l'Afrique soit considérée comme un continent pauvre. Certains pays, pas l'Afrique en général. Oui, même les pays que vous avez cités, à mon humble avis, ne sont pas des pays pauvres. Ce qui fait défaut dans ces pays-là, c'est la mauvaise gestion des ressources. Le Tchad a ses difficultés compte tenu du contexte, compte tenu du décès, et ainsi de suite. Le Tchad a ses difficultés environnementales. Mais le Tchad n'est pas un pays pauvre. La gestion de ses ressources minières, de ses ressources pétrolières, si elle était faite de façon transparente, devrait quand même porter un bouffée d'oxygène. La Guinée équatoriale, à côté de nous, c'est un pays de 400 000 habitants, mais c'est le 3e pays producteur du pétrole sur le continent africain. Donc je ne dirais pas que la Guinée équatoriale est un pays pauvre. C'est la mauvaise gestion des ressources qui fait cet écart. Fait cet écart. Mais c'est peut-être stable, selon là où on est assis. Mais vous voyez l'écart entre le petit noyau de gens qui bénéficient vraiment de tous les avantages et l'homme ordinaire dans ce pays-là. Même la République centrafricaine, c'est un pays qui a plein de diamants. Donc, ce n'est pas un pays pauvre, avec 3 millions ou 4 millions d'habitants. Donc, le problème que nous constatons, à mon avis, dans beaucoup de nos pays africains, c'est la mauvaise gestion de ressources. Docteur, au-delà des dérives démocratiques qui débouchent sur les condamnations auxquelles on assiste, comme dans le schéma nigérien, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait pour consolider le processus démocratique au sein des pays africains? Je crois que c'est un travail qui devrait être fait sur 2 voies simultanées. D'un côté, des leaders politiques visionnaires, comme les Nelson Mandela, qui vraiment osent là-bas en termes des attentes des populations, et qui œuvrent pour que l'histoire puisse marquer l'histoire par les actes qu'ils auraient posés pendant qu'ils étaient au pouvoir. Et de l'autre côté aussi, le travail de la base, de la société civile, des journalistes, des organisations de droits de l'homme, des barreaux, par exemple, l'association des avocats, qui devraient aussi pousser le régime, servir de contre-pouvoir, en quelque sorte, pour que
chacun de nos pays puisse avoir des institutions qui nous permettraient d'évoluer sur le plan politique et économique. Où situez-vous le jeu des puissances étrangères dans ce contexte? Effectivement, il faut reconnaître que l'équilibre de force entre les pays africains et certaines puissances étrangères est très défavorable pour les pays africains. Par exemple, la Chine, avec toute sa puissance et toutes ses populations qui négocient des marchés à travers tout le continent avec nos petits pays africains, l'équilibre de force est forcément en faveur de la Chine. Les pays européens qui, par le passé, avant les indépendances, avec des intérêts économiques très puissants dans certains de nos pays, au jour d'aujourd'hui, dans les négociations bilatérales, auront forcément un avantage par rapport aux pays africains. Je voudrais repréciser ma question. Je parle du soutien dont bénéficient certains chefs d'État. Du soutien des individus qui bénéficient. Mais c'est là aussi que je me dis... Il parle bien des chefs d'État. Oui, oui, oui. Alors, des leaders dont on parlait tout à l'heure et qui bénéficient du soutien de ces États qui constituent pourtant cette communauté internationale qui vient à chaque fois, après coup, condamner. Tout à fait, je comprends la question. Et parfois, je suis moi-même embarrassé lorsque on voit comment le processus de gouvernance évolue dans certains pays et que certains chefs d'État soient félicités par leurs homologues dans les pays du Nord. Effectivement, c'est très embarrassant, je suis d'accord. Et je me dis, c'est justement là aussi où je me dis que nous, en tant qu'Africains, l'Africain ordinaire, devons réfléchir à une formule qui nous permettrait aussi de confronter, dans le monde d'aujourd'hui, de confronter certains de ses complices. Parce qu'il est assez facile, au jour d'aujourd'hui, nous avons à notre disposition des outils qui n'existaient pas il y a de cela 20-30 ans, qui devaient nous permettre aussi de porter nos arguments en grand jour sur le plan public, même dans les différents pays concernés. Par exemple, nous avons des relations avec des organisations de la société civile dans certains de ces pays. Il est vrai que la législation interne dans certains de ces pays, que ce soit les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, que la réglementation interne dans